Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast avec aujourd'hui à mes côtés un garçon extrêmement sympathique, un chef cuisinier, un cuistot qui n'a pas sa langue dans sa poche. Les téléspectateurs de M6 l'ont découvert en 2012 dans l'émission Top Chef. Vous l'avez reconnu évidemment, il s'agit de Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. Bonjour, comment vas-tu ? Très très bien, et toi je te retourne la question. Moi super bien, de nouveau papa. Et en plus je fais la Ligue des Champions, là. Je fais le quadruplé. La Ligue des Champions, on va en parler. Alors surtout un grand merci d'abord en intro d'avoir accepté de participer à ce podcast de Télé Loisirs. Le principe tu le connais, il est simple, tu vas nous raconter ton quotidien de papa, à quoi ressemble en fait Papa Norbert dans la vraie vie, on va tout savoir. Tu as 4 enfants, est-ce que pour commencer tu peux nous les présenter en quelques mots? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Alors, 4 enfants, bien sûr, je pense que la plupart des gens le savent, c'est 4 enfants, mais de 2 mamans différentes, puisque la vie, des fois, nous présente d'autres chemins, d'autres horizons, donc on les emprunte. Et puis, du moment que les 2 personnes qui se séparent sont heureux, moi je trouve ça formidable, et c'est le cas. Ma première fille, en fait, c'est la première fois que je suis papa. Ça a été pour moi une découverte. À l'époque, j'ai bientôt 27 ans. J'ai 26 ans. Ouais. Je rentre dans ma 27e année. J'ai 26 ans. Quand Gaïane arrive, donc on est le 9 janvier 2007. Et je pèse à l'époque pas loin de plus de 100 kilos. Je ressemble à Gérard Depardieu. J'ai des mèches, un balayage blond comme ça. Je suis bouffi parce que je mange tellement, je goûte. Et en plus, on vient d'avoir l'étoile Michelin au même moment. Donc, c'était incroyable. Au restaurant, et donc là c'est la révélation, c'est le petit bout qui sort, et là j'ai comme Gaïane. Gaïane, et j'ai un flashback de toute ma vie qui défile. C'est le début, puis en 3 décembre 2008, donc là il va être 21h, 22h, c'est Lali qui arrive. Alors Lali, elle arrive comme une flèche. Maman n'a pas eu de péridurale, elle m'appelle, elle est à l'hôpital d'Orange, et là bim, je débarque, première contraction, et boum, Lali est sortie. C'est parti. Et voilà, 3 décembre 2008, Lali est arrivée. Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau, c'est le 30 avril 2013. Donc j'ai fini Top Chef, j'ai démarré Norbert et Jean, et donc Alia qui arrive. Elle, par contre, elle arrive pas à 23h le 29, elle arrive à minuit 15 ou minuit 10 le 30 avril. Et ça a été un moment incroyable. On a même fait, pour vous dire, une dissection, c'est ça, dissection. On a disséqué le gâteau plasmique, le placenta avec le gâteau plasmique de mon ex-femme. On s'est tapé un kiff à 1h du mat. On sait pas pourquoi. La nana est arrivée, elle avait jamais vu un aussi beau placenta, je m'en rappelle. Et Alia est arrivée, donc formidable. Et 7 ans après, la vie ne me prédestinait pas à retomber amoureux, parce que je suis quelqu'un de très speed, très très fonceur, et puis très sauvage comme garçon. Et puis là, je tombe sur un coup de foudre. Alors pas qui est un coup de foudre progressif, parce que c'était une évidence avec cette femme. C'était une évidence. On peut la citer. Abigail, c'était une évidence. Et rapidement. Elijah est arrivé. Alors, il a pas voulu arriver le 6 juin. Et on est arrivé à 20h30, 21h. Et là, je me dis, chouette, il va naître le jour de la Saint-Norbert. Et 22h. Et il est arrivé 22h plus tard. Il est arrivé à 14h, le 7 juin, le jour de la fête des pères. Et Elijah est arrivé. Maman formidable. Et la petite surprise, c'est qu'après 3 filles, j'ai eu un garçon. Et je pensais que je pensais que ça allait être pour moi quelque chose d'évident. Et en fin de compte, j'ai eu l'impression de revivre exactement la première fois que j'ai vécu avec Gaïane, parce que là, c'était un garçon. Et là, grosse prise de conscience. J'ai mon miroir en face de moi. Moi qui avais toujours eu peur. Un bébé Norbert, un mini Norbert. Un mini Norbert, un petit baby boy. Et là, grosse prise de conscience que je vais aller devenir un père pour un fils, et non pas un père pour des filles. Un père pour un fils. Et là, c'est... Ça change quoi ? Ça change tout. Tu sais, quand t'es enfant de divorcé, j'ai pas eu l'occasion, et je veux pas attiser les foudres de mon père, parce qu'il s'était déjà un peu énervé la dernière fois, mais quand t'as pas grandi avec ton papa, t'as pas d'image, t'as pas de référence. Un papa absent, puisque parti de la maison quand tu étais... il est parti. C'est un divorce qui a mal tourné. Je pense qu'avec le temps, maintenant j'ai 40 ans, donc je pense qu'avec le temps, tu te dis que je peux le comprendre, il a peut-être paniqué, peut-être qu'il s'est dit ça va être trop lourd, trop compliqué, mais il est resté quand même un père
un petit peu présent. Il s'occupait de nous financièrement. Il était quand même sur les marchés, donc on pouvait aller le voir. Enfin, il nous a pas non plus rejeté. Je pense qu'il avait peut-être, je sais pas. Écoute, moi, je divorce, donc je veux te dire, je réagis pas comme lui, et donc voilà. Alors, j'aimerais revenir quelques instants. Tu en parlais sur la façon dont tu as annoncé ta séparation avec la maman de tes 3 filles. Vous l'avez fait sur Instagram. C'était en mars dernier avec un message commun que j'ai trouvé très joli. Malgré les circonstances, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi avoir choisi d'en parler publiquement et de façon apaisée? Alors, j'aime beaucoup la presse et malheureusement, dans tous les métiers, tout à chacun, il y a des gens qui malheureusement se puisent des informations pour pas faire du good buzz, mais pour pas faire des choses happy, mais pour faire du bad buzz. Et il se trouve que j'ai un ami qui travaille au sein de cette presse bad buzz et qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, ça fait plus d'1 an que vous cachez les choses, maintenant ça commence à se savoir. L'info va sortir, c'est ça? L'info va sortir et pas dans les meilleures conditions. Donc j'avais assez, j'ai appelé mon ex-femme, j'ai dit écoute, là on a assez préparé nos familles, nos enfants. On les a quand même bien ménagés. On a eu le temps, nous, de se mettre en place chacun de notre côté. Chacun avait refait sa vie. Chacun a refait sa vie. Donc, Amandine s'est mise en place. Elle a commencé une nouvelle vie professionnelle. Moi, j'étais toujours dans mon mood, mais avec avec mon amour. Et donc, j'ai dit, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller, il faut faire quelque chose. Donc, il faut arrondir les choses pour expliquer aux gens en fait qu'on peut se séparer dans des bonnes conditions. C'est ça ce qui est très fort. Je lis une partie de ton message, de votre message. Nous avons chacun refait notre vie. Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs. Je trouve ça très très fort comme mot. Ça veut dire finalement qu'on peut réussir une séparation. On peut la réussir. Après, moi je suis pas du tout hypocrite. On a toujours cette formule dans un divorce où forcément on parle des sous et là c'est un peu tendax. Mais bon, ça va s'arranger parce qu'au milieu il y a 3 enfants. Concrètement, c'est une pension alimentaire qui effectivement va devoir être même pas ça en fait. Dès qu'il y a des avocats au milieu, on va être très clair et je préviens tous ceux qui sont ou qui vont se séparer. Le plus dur, c'est pas en fait d'être face à son ex-femme quand tout se passe bien. C'est justement tout l'environnement qui va autour, tous les gens, les nouvelles personnes que tu rencontres autour de toi. Je parle aussi pour moi comme pour elle certainement, et qui viennent te grignoter le cerveau, à te mettre un peu comme on dit chez nous, du bullshit dans la tête. Donc du seum, du venin dans ta tête, à croire que l'autre va faire en sorte de te dépouiller. Donc ça, et l'environnement des avocats. Les avocats, en fait, c'est tous les gens qui te regardent et qui te poussent à te défoncer la tronche autour d'une table, et eux qui vont en soutirer quoi? De l'argent. Et comme j'ai dit aux avocats, j'ai fait nous, c'est notre vie. D'accord, c'est notre histoire, mais vous, c'est un dossier. Et en fait, c'est ça aussi que je suis content de venir ce matin, parce que je parle d'un papa, mais je parle d'un papa qui se sépare. Mais justement, ça complique ta séparation avec Amandine, ces problèmes d'avocat? Non, parce que je suis quelqu'un et j'ai jamais eu peur. Moi, dans ma vie, je ne toucherai jamais l'intégrité de qui que ce soit, ni physique ni morale. Mais par contre, j'aime pas qu'on me fasse chier. Et je trouve que des fois, on va dire le système juridique français, il est quand même défavorable au papa. Et personne n'ose le dire, et moi je peux te le dire, il est défavorable au père. On se rend compte que dans les tribunaux français, le père, il a le droit à rien. Il a aucune défense. C'est un père, c'est un géniteur, mais il peut pas avoir d'affect, il peut pas avoir de sentiments, il peut pas avoir le droit de voir ses enfants, il peut pas être considéré aussi comme un parent. Concrètement, sur le droit de garde, comment ça se passe? Alors là, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre? On n'est même pas. Alors là, au moment où je te parle, on est en conciliation, c'est-à-dire qu'on est autour d'une table et on négocie ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut récupérer. Voilà. Et avec Amandine, c'est formidable. On s'entend très très bien. Les enfants, je les récupère le 1er novembre. Là, hier soir, avant de faire le podcast aujourd'hui, j'ai signé une location, j'ai signé un appartement pour pouvoir recevoir et mes enfants et mon fils. Donc mes filles, 1 semaine sur 2. C'est ce qu'on a mis en accord avec leur maman. Ça se passe très très bien pour les filles. Question très directe, comment elles ont réagi, tes 3 filles, quand vous leur avez annoncé avec Amandine? Même si vous vous entendez toujours bien, c'est évidemment jamais facile pour des enfants. Comment ça s'est passé? Alors aujourd'hui, si je te fais sur le moment, bien sûr que c'est dur. Elles ont réagi comment? On va pas se mentir, je vais me confier un petit peu à toi. Je vais un peu expliquer parce que les gens comprennent, parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, des messages d'amour, tout ça. Et en fait, Amandine et moi, c'est une aventure incroyable où on est quand même, et on parle de... Alors ce mot est fort, mais c'est quand même 2 personnes qui ont des handicaps de base émotionnels. J'en ai autant qu'elles. Et on se rencontre et on fonde quelque chose. Mais après, on n'a plus les mêmes points de vue et Amandine a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'un compagnon qui soit présent, qui soit là, et avec le temps, tout ça s'est un peu effrité, quoi. Ça s'est écorné, c'était une érosion, quoi. Et les enfants le voyaient très très bien. Les enfants ne sont pas dupes. Au fil des ans, ils
fil vu des que ans, le mais couple bien était sûr. moins soudé qu'auparavant. Oui, largement. Donc, enfin, au définitif, elles sont mes enfants. Moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Je parle à mes enfants comme je parle avec toi. Avec sincérité. Voilà. Et donc, elles ont vu. On leur a dit, vous voulez qu'on reste et qu'on soit malheureux. Et elles y croyaient pas trop au départ. Elles ont dit, ils vont être tristes et puis ils vont se remettre ensemble. Et en fait, non, on n'a pas été tristes en fait. On était quand même des fois assez éloignés, on n'avait plus les mêmes points de vue, on n'avait plus le même regard sur l'avenir. Voilà, il y avait des choses divergentes. Tu dis, c'est très fort comme mot, qu'Amandine avait besoin d'un mari plus présent. Je suis désolé, mon ex-femme, alors je l'appelle pas tous les jours, mais je la vois très heureuse. Je la vois, elle est épanouie, je la regarde ses stories, on est toujours connectés sur Instagram. On s'est rencontrés, j'ai rencontré son conjoint, on s'est rencontrés à 4. Il n'y a aucune jalousie, ni d'un côté ni de l'autre. Quand on voit les conjoints, ça peut faire un petit pincement au cœur, évidemment. Écoute, on va être sincère, moi ça fait très longtemps que je pense qu'il y avait, il y a beaucoup, j'ai eu énormément, j'en ai encore d'affection pour Amandine et sans me plonger dans des détails, mais non. Il n'y a pas d'histoire de cul, il n'y a pas de comparaison. Son conjoint est différent de moi, il est totalement à l'opposé. On se ressemble pas du tout. C'est pas un chef cuisinier. Non, du tout. Célèbre. Non, même pas célèbre. Il n'y a pas de célébrité. Moi, dans mon intimité, voilà. Et je l'ai pas du tout mal pris. Au contraire, j'ai vu mon ex-femme qui était heureuse, donc je sais que j'ai pris la meilleure décision de demander le divorce, quoi. Et Amandine, je la vois comme ça. C'est aussi une façon aussi de me motiver à dire, voilà, il faut aussi que je gomme mes petits défauts pour être bien avec Abby, tout ça. Et voilà. Alors, justement, Abby, qui est une belle maman avec tes 3 filles. Comment ça se passe? Parce que là aussi, c'est pas facile pour une femme de s'imposer en tant que belle-mère. Comment ça se passe? C'est formidable, Alors, j'imagine. Je vais donner quelques petits conseils au papa. Allez, c'est parti. Parce que pour ceux qui nous écoutent. Les petits conseils au papa quand on refait sa vie et qu'on a des filles. Je parle des filles. Le garçon, je sais pas encore, mais les filles. Alors les filles, faut savoir que le papa, il y a un rapport très fusionnel de séduction parce que le père, c'est un garçon et voilà. Et on va présenter donc une compagne qui n'est pas la maman d'origine, qui n'est pas du tout là à la base et qui peut être considérée. Ouais, alors le terme est horrible. Je peux me faire tuer là, mais je te vois me regarder avec un regard noir. Je me dis je me fais tuer si je dis ça. Mais oui, c'est une personne qui vient se greffer, on appelle ça un greffon. Allez, on va appeler ça un greffon. C'est plus joli. Et forcément, ça peut être pris comme une personne qui vient un envahisseur, quoi. Et quelqu'un qui va venir tout chambouler, qui va faire que peut-être il va y avoir une distance entre son père. Et ses enfants, donc les enfants ont beaucoup d'appréhension. Donc évitez les contacts physiques, même le bisou. Surtout, les amis, les mecs, ne galochez pas votre meuf, votre nana, votre femme devant vos filles, parce que c'est affreux. Donc moi, les premiers temps, on se tenait même pas la main, on était côte à côte, je mettais la main sur l'épaule au max. Il a fallu 1 mois. Vraiment un bon mois et demi, pour commencer à physiquement rentrer en contact avec Abby devant mes filles. D'accord. Et en plus, attendez, l'annonce du petit frère, waouh, ça a été quelque chose d'incroyable. Alors raconte-nous comment elles ont réagi justement. Abby et moi, on était paniqués. On était paniqués parce qu'on s'est dit comment elles vont réagir. Peur de la jalousie de tes filles, non, le rejet. Moi, j'ai peur d'être rejeté par mes enfants. J'ai eu peur de ça. Peur qu'elles le prennent mal. Et pareil, papa, si vous faites ça, faites-le tout seul avec vos enfants. Surtout, moi, c'est le conseil. Seul, pas avec la conjointe. Là, je parle au père et au père, de père à père. Seul avec vos enfants et il faut assumer tout seul. Il faut pas se fourvoyer à renvoyer la balle sur votre conjointe parce que ça marchera pas et elles vont prendre en grippe. Et moi, je me rappelle, je leur ai dit dans la voiture. Et j'avais mes filles, mes deux dernières et la première devant. Les 2 dernières, elles étaient un peu plus jeunes, donc elles ont fait wouh, punch, wouah. La grande, elle était très très émue. Et on a fait le tour de la banlieue parisienne en voiture. Et il fallait que j'assume. Donc j'avais personne, j'étais avec mes filles dans un endroit vraiment fermé, impossible de partir parce que je voulais pas qu'elles s'en aillent, qu'elles fuient donc voilà. Et je leur ai dit. Et ça a été une belle émotion pour les petites. La grande, elle a un peu acquiescé. Elle était très émue. C'était peut-être plus compliqué pour elle, c'est ça? Ouais, parce que Gaïane, c'est quand même la première. Gaïane, j'y ai fait très attention. Et on a vécu le confinement, donc elles sont venues, d'accord, avec leur maman, avec l'accord, on récupère nos filles 2 semaines. Et ça, c'était bien.
Elles ont vu le ventre d'Abby s'arrondir de jour en jour, et puis la naissance. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? La Elles naissance, sont gaga, elles sont totalement. en adoration. Nous sommes partis en vacances cet été, et elles ont été dingues du petit frère. Allez Norbert, ça fait déjà quelques minutes qu'on moi tu peux me parler, qu'on discute ensemble, et c'est vraiment un plaisir de t'écouter parce que tu nous racontes vraiment avec sincérité ton quotidien de papa, le papa que tu es chez toi. Alors je vais te proposer une petite respiration quand même avec un quiz, ça s'appelle le Daddy Quiz. Le Daddy Quiz. C'est la tradition dans ce podcast, ceux qui nous écoutent le savent désormais. Je rappelle le principe, c'est très simple, je te pose quelques questions. En rafale, tu dois répondre de manière très très courte, juste en quelques mots. C'est difficile pour Norbert, en quelques mots, mais tu vas y arriver. Pas le droit de développer, évidemment, pas de joker non plus, sinon ça serait quiz. Trop simple. Est-ce que tu es prêt, mon cher Norbert? Oui, je suis prêt. À la maison, Norbert, est-ce que c'est toi qui cuisines pour tes enfants? Confinement arrivant, oui. T'arrive-t-il, Norbert, de céder aux sirènes de la malbouffe et d'emmener tes enfants au McDo? Toujours. Quand il y a malbouffe, quand il n'y a pas le temps, quand il y a le feu, quand il y a envie de faire du sale, comme on dit, et on va faire de la junk food, Si ta fille aînée Gaïane devait choisir pour son traditionnel stage de 3e entre l'entreprise de Philippe Etchebest et celle de Cyril Lignac, laquelle lui conseillerais-tu? Tu me poses un sacré deal là comme ça, mais je lui conseillerais d'essayer et de choisir par elle-même. C'est intègre. Si tu devais confier ton petit bébé Elijah une journée entière, c'est très long, pour un babysitting, à un célèbre chef cuisinier, lequel serait-il? Sans conteste, Thierry Marx. Tu as eu ton petit garçon Elijah à 39 ans. On parlait tout à l'heure de ton âge. Est-ce que tu te considères comme un vieux papa? Je me considère comme un daddy fun. T'arrive-t-il, en toute honnêteté, de faire semblant de dormir quand Elijah se réveille en pleine nuit, histoire évidemment de rester tranquillement sous la couette pour que Abby y aille? J'ai même pas le temps de faire semblant puisqu'Abby est déjà levée en train de s'occuper de son fils. Dernière question de ce Daddy Quiz. Tu avais perdu avant la naissance de ton fils une quinzaine de kilos. Est-ce que tu en as repris quelques-uns? Est-ce que tu as fait cette fameuse couvade, évidemment, que beaucoup d'hommes font? J'ai repris du poids puisque je suis reparti en tournage et on a eu besoin de resserrer les semaines. Donc, comme c'est de la gourmandise sur la meilleure boulangerie, j'ai repris 2-3 kilos, mais rien de bien méchant. Allez, je rebondis sur cette question, sur ton quotidien de jeune papa, un jeune papa fatigué. Forcément, à la restauration, c'est un rythme de vie très intense. La fatigue dans un couple, effectivement, ça peut peser. J'aimerais savoir, en toute sincérité, dans ton couple avec Abby, comment est-ce que vous avez tous les deux réussi à gérer l'arrivée d'Elijah? Évidemment, c'est pas facile. Conserver une vie amoureuse, une vie intime, même dans ces cas-là, quand on n'a plus une minute à soi, comment ça s'est passé? Je pense que j'ai découvert cette phrase, je sais plus où, mais je pense que l'amour commence en s'écoutant. Et je pense que quand on arrive à écouter son conjoint et son partenaire, en tout cas à deux, et à entendre et à ressentir ce que ressent l'autre, je pense que c'est là où on avance et qu'on est plus fort. Et vous arrivez à vous aménager quand même un petit peu de temps pour s'écouter, pour discuter, pour s'aimer, tout simplement, sans les enfants? Je vais dire quelque chose de peut-être pathos, mais je pense que la vie m'a donné le droit de rencontrer une personne formidable et que aujourd'hui je vais faire très attention à ne pas perdre cette personne. Voilà, donc tu sens que ça c'est quelque chose qui est très important, de garder le lien. Je dis tout ce que je pense à Abby, elle me dit tout ce qu'elle ressent. Des fois ça pique, des fois ça la pique aussi. Mais on n'a jamais été aussi fusionnel que depuis qu'on se dit quelque chose. En fait, avant, j'avais peur de dire les choses parce que j'avais peur de blesser. Et il fallait rentrer dans des disputes incroyables pour pouvoir se dire les choses. Et on les disait très, très mal. Et aujourd'hui, avec Abby, je peux me confier et dire ce que je ressens sans avoir peur d'être jugé ou de faire du mal. Même si je sais que des fois, ce que je vais lui dire, ça peut piquer. Comme elle, d'ailleurs. Elle a un caractère volcanique, comme toi? Non. Abby est une... Enfin, je peux même pas. Je pense que les gens qui la rencontrent, je pense qu'il y a plein de mecs dans mon entourage qui tombent amoureux d'elle. Malheureusement, c'est ma femme.
Malheureusement pour eux, c'est ma femme. Et voilà, elle est extraordinaire. Ton regard a changé. Là, t'es en face de moi, on te sent ému quand tu parles de ta femme. Je trouve que je suis le mec le plus chanceux du monde. J'ai eu une première chance. La vie fait que on n'était pas fait pour matcher ensemble avec Amandine. Et je me suis dit, c'est foutu, je vais terminer célibataire, garçon à femme, voilà, à faire des plans à par-ci par-là. Et en fait, j'ai rencontré cette femme. C'était inopiné, enfin, c'était même pas du tout prévu. Comment ça s'est passé justement? Je suis très curieux. Non, tu peux. Moi, cette rencontre qui a dragué qui? Est-ce que c'était ta maquilleuse, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui l'as dragué? Alors, écoute, je vais t'expliquer, ça va être très drôle. Donc, on est en séparation, c'est bon, mais moi, je me dis bon, écoute, je vais retrouver mon indépendance, voilà, célibat. Je vais pas te mentir, et tout le monde y pense. Quand tu fais de la télé, tu dis peut-être que tu auras plus de rapidité, parce que quand t'es garçon, des fois, quand t'es pas connu, des fois c'est long, hein. T'as des périodes de détresse. T'es un peu en période, c'est le carême pour toi, tu vois ce que je veux dire? Tu passes longtemps. Et donc je me dis peut-être que ça ira un peu plus rapide pour moi et je vais profiter. Voilà. Sans faire de mal, toujours, mais je vais profiter. Et donc je vais sur un tournage pour un partenaire. Et j'arrive la tête dans le sac et je me fais maquiller et je vais bonjour, je m'appelle Norbert, comme d'hab, moi je parle à tout le monde, je me prends pas la tête. Et donc c'est la personne qui te maquille. Je m'appelle Abigail et tout, et il se passe que je fais pas de vanne. Il se passe que je commence pas à faire le lourd en parlant peut-être d'un physique ou je sais pas, d'un truc, enfin bref. Toujours un peu tendancieux, mais jamais de sous-entendu, quoi, ou d'arrière-pensée. La journée se passe et puis à la fin, je lui dis, est-ce que tu peux prendre une photo? Elle me dit, t'as ton téléphone? Je fais, non, j'ai plus de batterie, je crois. Je fais, prends-le avec ton téléphone et tu m'envoies sur mon téléphone. Elle me fait, ouais, mais je vais avoir ton numéro. Je fais, c'est pas grave. Je vais avoir ton numéro. Elle me dit, c'est pas grave. Donc elle fait la photo, elle me l'envoie, donc forcément, elle a mon numéro. C'était prémédité? Non, du tout. Mais moi, c'était une technique. Je me suis dit, au cas où. Au cas où. Et ça passe une semaine ou deux, puis je reçois un message, et puis après, je pars en vacances. Je continue mes vacances avec ex-femme et enfants et beaux-parents. Et donc je rentre et donc tout était en un bon point avec mon ex-femme, donc on avait tout réglé. Et donc là j'étais célibataire, libre. Clean. Mes enfants étaient au courant, tout était clean. Et donc, je rentre et voilà, quoi. Entre-temps, j'ai eu un dîner. Juste un dîner avec Abby. Et Abby, femme extraordinaire, elle me dit, écoute, je sais pas, j'ai pas tout compris dans ta vie, tu clean tout et tu reviens quand tout est clean. Sinon, tu m'oublies. Elle fait, moi, je serai pas une maîtresse, j'ai jamais été une maîtresse, je serai jamais une maîtresse. Donc, c'était très clair entre vous. Tu clean. Elle m'a dit, tu clean. Je lui ai dit, bon, ok, t'as raison, faut cleaner, t'as raison, faut qu'on clean tout. Mais elle fait, je te crois quand tu me dis que t'es séparé et tout, mais elle fait, je veux que tu cleanes sur. Donc j'ai cleané. Et quand je suis rentré, j'ai été la voir. J'ai passé le portillon de chez elle et je l'ai embrassée tout de suite. Et après, on s'est plus jamais quitté. Une évidence. C'est une évidence, t'as l'impression que t'as vécu avec elle depuis 20 ans. T'as l'impression qu'elle te connaît par cœur. Quand tu la touches, quand elle te touche, quand elle te parle, quand elle te regarde, quand elle pose les yeux sur toi, moi, je vibre. Voilà, c'est incroyable. Alors par contre, je veux vous dire une chose, j'ai jamais comparé et ça, comme je sais qu'elle écoutera Abby et peut-être Amandine, moi j'ai jamais comparé les femmes avec qui j'ai vécu et c'est incomparable. Je pense que c'est ton cœur qui réagit à un ADN qui est en face de toi et qui est propre à la personne. Je pense qu'Amandine, elle vit la même chose avec son compagnon, c'est que tu as un ressenti, un ADN, il n'y a pas de comparatif possible. Les seules personnes qui peuvent faire ça, c'est les mecs, parce qu'ils ont le complexe de la petite quéquette. Et encore, moi, j'ai jamais demandé à Abby ce qu'elle pensait par rapport à sa vie d'avant, et elle le sait. Et moi, je fais toujours en sorte, et très attention à ne pas entacher, en tout cas, égratigner Abby avec mon passé. On revient, pour finir, à tes filles, un papa poule, forcément, un papa volcanique ou pas? Parce qu'on connaît, les téléspectateurs connaissent ton tempérament de feu. Comment ça se passe? Quel papa es-tu au quotidien, Norbert, en toute franchise? Non, j'ai toujours été clair, je vais vous le dire. On est parti en vacances avec mes enfants et Abby. J'aime mes enfants. Et des fois, je les aime tellement que j'en oublie des fois. Parfois, j'en ai oublié Abby. Mais j'aime mes enfants. Vraiment, après cette séparation, je me suis découvert que
j'ai beaucoup donné du temps à mon travail et j'aime mon travail. Donc, mais c'est pas non plus la fiesta de dire je me casse, je laisse mes gosses avec leur maman. Hein. Et j'ai découvert, et mes filles ont découvert un papa qu'elles n'avaient jamais vu. Par contre, j'aime pas les caprices et j'aime pas les embrouilles. Alors, ouais, comme on peut le voir à la télé, je mets les poings sur la table et des fois, malheureusement, je suis pas le mec le plus pédagogue quand je m'énerve. Voilà. Faut dire que j'ai pas de mal à m'habiller en connard quand je suis énervé. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Je pense que ça arrive peut-être à pas mal de gens. Je culpabilise énormément. Je gueule comme un putois. Voilà. Et bon, je me calme, hein, je redescends aussitôt et j'oublie. Mais des fois, j'ai des mots très durs. Donc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça s'est pas produit. Voilà, mais je suis un papa poule, mais j'aime pas qu'on abuse de ma gentillesse et j'aime pas. Qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Non, je pense qu'on doit avoir des limites. Mes enfants savent que je leur donnerai tout. Et je leur donnerai tout sans concession, sans rien. Mais je ne veux pas que des fois, sans le vouloir, inconsciemment, elles sortent du cadre en pensant qu'elles puissent venir marcher sur mon intimité, sur ma vie privée, voilà. La vie privée, justement, tu les montres en photo. Tu as d'autres personnalités qui ont fait le choix inverse, celui de ne pas montrer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as hésité avant de poster des photos d'elle et de lui, maintenant qu'il y a le petit Elijah que tes followers connaissent ? C'est simple, quand j'ai fait Top Chef, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas, c'est la télévision et la popularité. Et forcément, qui dit popularité, dit à 98% des gens formidables et 2%, 1% qui me détestent, forcément, parce que je peux pas plaire à tout le monde, et 1% où tu as des gens qui, je dis hommes et femmes, communauté hommes-femmes, qui envoient des photos un peu oulala, quoi. Et donc, à l'époque, je reçois un message, j'étais justement à Neuilly, j'étais dans un hôtel à côté, je faisais l'Euro 2012, et sur mon Facebook, Amandine avait l'administrateur, il y a une fille qui envoie « Je sais que tu es à l'hôtel à Neuilly, je sais que tu es là pendant un mois, que tu n'es pas avec ta femme, je vais te faire du bien et tout. » Et en fait, ça fait paniquer Amandine à mort. Amandine me rejoint le lendemain à Neuilly, je lui dis « Viens ». On en parle et Amandine me dit maintenant il faut que tu annonces quoi. Donc j'ai annoncé que j'étais marié, pour ceux qui ne le savaient pas, que j'avais des enfants. Et puis ça me protégeait aussi de maîtriser en fait. Il y en a qui disent vivons heureux, vivons cachés. Mais je vis caché, mais je suis obligé de laisser une toute petite partie de ma vie un peu ouverte. C'est toi qui choisis les photos, voilà. On te les vole et en pas. fait, il y a plus ça n'intéresse plus personne en fait de faire de l'argent sur mon dos. Parce que en fait, ils savent très bien que je vais en parler de toute façon. On connaît le visage de tes filles. Et puis mes filles, en fait, là où elles le vivent bien, alors des fois il y a des gens qui se permettent de dire si tu fais tout ça, c'est parce que ton père fait de la télé, que t'as de l'argent. Je me rappelle, j'avais fait une déclaration là-dessus. Ça, c'est très rare. Ou ça, à l'école, ça se passe Non, à l'école, personne n'y touche. En fait, faut savoir une chose, c'est que, et je suis très honnête, on est un peu has-been, nous. Hein. On fait de la télé, mais on est un peu has-been si on touche pas beaucoup les réseaux sociaux. Tes filles sont quand même les filles de Norbert. Est-ce que ça a pu être un fardeau, je sais pas, dans les classes, peut-être pour la plus grande, est-ce que ça a pu Non, lui peser fin de primaire, en CM2, j'ai les surveillantes qui m'appellent et qui me disent Gaël, elle se sent un peu rejetée, un peu exclue, donc j'appelle et elle dit oui. Elle me dit papa, je comprends pas. Je parle de toi et en fait, j'ai dit à Gaël, tu ne parleras jamais de moi. Tu ne parleras jamais de ton père. En fait, les gens ils doivent t'aimer pour toi, pour ce que tu es, pas pour ce que tu représentes. Tu peux pas dire je suis la fille de Norbertin, le chef cuisinier, animateur. Elle revendiquait, elle disait à ses copines je suis la fille de Norbert. Un peu être vue, quoi, être reconnue, être aimée. Et en fait, elle a compris ça. Je t'assure que c'est vrai, Et elle est rentrée en 6e et elle me dit qu'est-ce que fait ton père ? Mon père est cuisinier. Mais c'est pas le mec qui fait la télé. Si, mais mon père est cuisinier. Avant d'être connu. Voilà. Et alors, ça fait quoi et tout ? Et elle dit, moi, je suis moi et mon père, c'est mon père. Voilà. Et en fait, elle a appris directement à avoir sa propre personnalité très rapidement. Lali, c'est pareil. Alia, c'est pareil. Dans la rue, quand on vient de te demander un autographe, un selfie, comment ça se passe ? Gaël prend la photo. Alia, elle veut poser avec son père. Parce qu'elle dit, attends, tu prends le temps avec mon père, donc moi, je veux que j'aide sur la photo. Donc Alia, elle a une putain de répartie à 7 ans. C'est drôle. Et Lalia s'en fout, elle prend une photo ou elle trace. Et en fait, elles comprennent parce qu'à la maison, on ne parle pas de télé. Et donc, mes enfants, en fait, on ne parle pas de télé, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion. Justement, l'argent, un petit mot, parce que tu te définis souvent comme un tuche qui n'a pas forcément grandi avec des énormes moyens.
tu as gagné beaucoup d'argent avec la télévision, avec tes restos. Comment est-ce que tu as réussi à gérer? Parce que c'est évidemment pas forcément facile quand on a grandi sans moyens. J'ai toujours fait ce que j'ai dit et j'ai toujours été cohérent. J'ai tout épargné. Alors, pas en perso, en société, et j'ai tout épargné. Voilà. Immobilier également? Immobilier inclus, j'ai tout épargné. Tout épargné. Et d'ailleurs, mes comptables et les gens qui me connaissent me disent, mais tu devrais placer. Et non, j'épargne. J'épargne. Pour mettre à l'abri de tes enfants? Ah ouais, je fais tout pour mes gosses. Quelque chose qui t'angoisse, l'argent? Quand on n'a pas forcément eu beaucoup d'argent petit, souvent c'est quelque chose qui peut angoisser. Moi, je pense que quand tu investis dans la pierre, déjà, tu es rassuré. Donc, quand tu achètes déjà une maison, tu es bien. Si tu en achètes une deuxième, tu es mieux. Si tu en achètes une troisième, c'est super. Et si tu en as une à l'étranger, c'est encore plus sympa aussi, parce que c'est mon kiff de gosse, de dire, alors que j'y suis pas, ça fait 2 ans que j'y suis pas allé. Hein. Donc on rappelle, c'est à Miami que tu as acheté une maison. Et donc voilà, et donc je suis content parce que je me dis, c'est le PEL pour mes enfants, quoi. C'est tout. Allez, pour conclure cette discussion, imaginons que ta compagne Abigail, dont tu nous as beaucoup parlé, bien justement, écoute ce podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Abby, tu es mon évidence, et ça a été une évidence pour notre fils que tu sois sa mère et que tu t'en occupes aussi bien. Et je pense que la vie nous a offert la plus belle des personnes pour s'occuper de nous deux, quoi. Voilà, et que je l'aime. Merci beaucoup, Norbert. Voilà, merci beaucoup, c'était super sympa. C'était partagé. J'ai une patate. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcast.